Je m'appelle Adler. J'ai 28 ans. Et quelques jours à peine avant Noël, je me suis retrouvé au milieu d'un aéroport bondé à regarder la carrière de 20 ans de ma propre mère dans une grande entreprise s'évaporer complètement dans les airs. Je l'ai vu laisser tomber son sac à main de créateur. J'ai vu la couleur quitter son visage alors que ses comptes en banque étaient gelés. Je l'ai vu réaliser que le fils qu'elle avait traité comme un paillasson toute sa vie venait de lui tirer le tapis sous les pieds. Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'est elle-même qui m'a tendu les ciseaux pour couper le fil. Tout a commencé à se dénouer une semaine plus tôt. J'étais dans le couloir de mon immeuble. Je venais de terminer un quart de travail éreintant de 14 heures. Je suis responsable des opérations de la chaîne d'approvisionnement pour un distributeur régional massif. Si vous connaissez un peu la logistique pendant la période des fêtes, vous savez que c'est un cauchemar. J'avais passé la journée entière à gérer des camions en retard, des fournisseurs hurlants, et un système d'entrepôt qui n'arrêtait pas de planter. Chaque muscle de mon dos était contracté. Mes yeux me brûlaient. Tout ce que je voulais au monde, c'était d'entrer dans mon appartement sombre, calme et minimaliste, de prendre une douche chaude, et de dormir pendant 12 heures d'affilée. Je paie $3000 par mois pour cet appartement de luxe dans une tour. Je paie pour la paix. Je paie pour le silence. Mais en sortant de l'ascenseur et en marchant dans le couloir moquetté vers ma porte, je me suis arrêté. J'ai entendu une basse sourde vibrer à travers les murs. J'ai entendu le cri strident et reconnaissable d'un bambin en pleine crise de colère. Cela venait de mon appartement. Je me suis figé. Je vis seul. Je n'ai pas d'animaux. Et je n'ai certainement pas d'enfants. J'ai attrapé la poignée et j'ai pressé mon pouce contre le scanner biométrique de ma serrure intelligente. Une petite lumière rouge a clignoté. Accès refusé. J'ai tapé mon code maître. Accès refusé. J'ai senti mon estomac se tordre. J'ai poussé la lourde porte en chaîne et, à mon horreur absolue, elle s'est ouverte en grinçant. Elle était déjà déverrouillée. Je suis entré, et l'odeur m'a frappé en premier. Un mélange de bière éventée, de pizza grasse au pepperoni, et de couches sales. Mon magnifique salon impeccable ressemblait à une garderie après l'explosion d'une bombe. Des morceaux de céréales écrasés étaient incrustés dans mon tapis coûteux. 3 valises surdimensionnées et cabossées étaient jetées en plein milieu du sol, rayant le parquet. La télévision diffusait un dessin animé chaotique à plein volume. Et là, affalé sur mon canapé en cuir véritable, ses baskets sales posées directement sur ma table basse en verre, se trouvait mon frère aîné, Corbin. Corbin a 31 ans. Il se dit entrepreneur. Le reste du monde le dit au chômage. Il a 3 enfants sans aucune limite et une série d'entreprises en ligne ratées que notre mère renfloue constamment. Il n'a même pas levé les yeux de son téléphone quand je suis entré. Il s'est juste gratté la barbe, a jeté une canette de bière vide par terre, et a marmonné « Ah, t'es de retour. Le Wi-Fi rame. Mec, répare-le. » Je ne pouvais plus respirer. Je n'arrivais pas à comprendre ce que je voyais. Un bambin collant est passé en courant à côté de mes jambes, tenant une barre de chocolat à moitié mangée, l'étalant sur la peinture blanche de mon couloir. Avant même que je puisse crier, ma mère est sortie de ma cuisine. Elle portait un tablier par-dessus son chemisier sur mesure coûteux, fredonnant un air de Noël joyeux comme si elle animait une émission de cuisine. Elle tenait mon bol à mélanger en céramique préférée. Surprise. A-t-elle rayonné, agissant comme si elle venait de m'offrir $1 million. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ? Ai-je demandé, ma voix tremblant d'un mélange d'épuisement pur et de panique montante. Comment êtes-vous entré ici ? Ma mère a fait un geste dédaigneux de la main, ignorant complètement mon ton. Oh, ne sois pas si dramatique, Adler. Corbin traverse une petite passe difficile avec son propriétaire. Lui et les enfants avaient besoin d'un endroit où dormir. Ton appartement est immense, et tu utilises à peine l'espace. Ils resteront ici pour les 2 prochaines semaines. 2 semaines ? J'ai senti le sang battre dans mes oreilles. J'ai regardé Corbin, qui riait maintenant d'une vidéo sur son téléphone, complètement inconscient du fait qu'il s'introduisait chez moi. Vous ne pouvez pas simplement installer toute une famille dans mon appartement pendant que je suis au travail. Ai-je crié. Je ne suis pas un hôtel. Ma mère a claqué le bol à mélanger sur le comptoir en granit. Son masque joyeux a glissé instantanément, remplacé par ce regard froid et dur que j'avais connu toute ma vie.
Le regard qui me disait que j'avais dépassé les bornes. Le regard qui signifiait que l'enfant chéri avait besoin de quelque chose et que l'enfant invisible était censé le fournir. Je viens de te dire qu'il reste, a-t-elle lâché sèchement. Ce sont les fêtes. La famille est de la famille. J'ai un séminaire d'entreprise très important à Aspen ce week-end et je dois savoir que les garçons sont installés avant de partir. Tu les laisseras rester et tu aideras à surveiller les enfants pendant que Corbin travaille sur son nouveau business plan. Je la fixais. L'audace pure était suffocante. Elle me refilait 3 enfants destructeurs et un bon à rien de 31 ans dans mon sanctuaire juste avant Noël pour qu'elle puisse aller boire du champagne à la montagne. Je me suis approché d'elle, baissant la voix. J'ai changé les serrures quand j'ai emménagé, Daphné. Je suis le seul à avoir le code. Je vais te le demander une dernière fois. Comment es-tu entré chez moi? Comment une situation peut-elle dégénérer si vite? Comment passe-t-on d'une vie tranquille à voir sa réalité entière prise en otage en quelques secondes? Debout dans ce salon chaotique et malodorant, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Ma famille ne me voyait pas comme une personne. Elle me voyait comme une ressource. Mais ils étaient sur le point de découvrir ce qui arrive exactement quand une ressource décide de se défendre. Pour comprendre la rage qui bouillait dans ma poitrine à ce moment-là, vous devez comprendre la dynamique de ma famille. Avez-vous déjà réalisé que plus vous devenez autonome en tant qu'homme, plus votre famille toxique vous traite comme un distributeur automatique de billets sans limite? C'est l'histoire de ma vie. Je suis l'enfant invisible, la bête de somme, celui qui est censé réussir discrètement, ne rien demander, et remettre les fruits de son travail chaque fois que l'enfant chéri en réclame une bouchée. Corbin était l'enfant chéri. Tout ce qu'il faisait était célébré, même ses échecs massifs. Quand Corbin a décidé d'abandonner l'université pour lancer une entreprise de skateboard personnalisé qui a vendu exactement 0 skateboard, ma mère l'a qualifié de visionnaire. Quand j'ai obtenu mon diplôme dans les 10% meilleurs de ma promotion universitaire avec un diplôme en gestion de la chaîne d'approvisionnement tout en cumulant 2 emplois, ma mère n'est même pas venue à la cérémonie. Elle a dit qu'elle était trop occupée à aider Corbin à peindre son nouveau garage loué. Mais le musée royal de ma souffrance, les expositions qui montrent vraiment la profondeur de leurs sentiments de tous leurs devoirs, a commencé bien avant cela. Revenons à l'époque où j'avais 18 ans. J'ai travaillé pendant 2 étés consécutifs en faisant du travail manuel. J'ai tondu des pelouses jusqu'à ce que mes mains saignent. J'ai retourné des hamburgers dans une cuisine qui ressemblait à une fournaise. J'ai économisé chaque dollar pour acheter une voiture d'occasion. Ce n'était rien de spécial, juste une berline vieille de 10 ans, mais elle était à moi. Je payais l'assurance. Je payais l'essence. Je la lavais tous les dimanches. C'était mon billet pour la liberté. Un matin, environ 3 semaines après l'avoir achetée, je suis sorti dans l'allée pour aller au travail. La voiture avait disparu. La panique m'a serré la gorge. J'ai couru à l'intérieur pour dire à ma mère d'appeler la police. Elle était assise à la table de la cuisine en train de boire du café, l'air complètement détendu. « Calme-toi, Adler », avait-elle dit, sans même lever les yeux de son magazine. Corbin avait un entretien d'embauche très important de l'autre côté de la ville. Son camion ne démarrait pas. Je lui ai donné tes clés. Tu lui as donné mes clés. J'étais pratiquement en train d'hyperventiler. Je dois être au travail dans 20 minutes. Si je suis encore en retard, je perdrai mon emploi. Elle a juste soupiré, agacée par ma panique. Alors prends le bus. Ton frère doit faire bonne impression. Ne sois pas si égoïste. Corbin n'a pas eu le poste, mais il a réussi à percuter une barrière en béton sur l'autoroute en rentrant. L'avant de ma voiture était complètement écrasé. Le radiateur avait été poussé jusqu'au bloc moteur. La voiture était une épave lorsque la dépanneuse a déposé la carcasse métallique tordue dans notre allée. Je suis juste resté là et j'ai pleuré. J'avais 18 ans, j'étais épuisé, et tout mon labeur de l'été était détruit. Je me suis tourné vers Corbin, attendant des excuses, attendant qu'il me dise qu'il me rembourserait. Au lieu de ça, il a juste haussé les épaules, donné un coup de pied dans le pneu crevé et dit « Mec, les freins de cette épave étaient nuls. Tu devrais être content que ce soit moi qui conduisais et pas toi. » Ma mère ne l'a jamais obligé à me rembourser. Elle a dit que c'était un accident et que j'étais matérialiste de lui en vouloir. Puis il y a eu le fonds pour l'université. Quand j'avais 20 ans,
Je suis allé à la banque pour vérifier le solde d'un petit compte d'épargne que mon défunt grand-père m'avait laissé. Il était censé y avoir 10 000 $ pour m'aider à payer mes frais de scolarité de 3e année. J'ai tendu ma carte d'identité à la guichetière. Elle a tapé sur son clavier, a froncé les sourcils, et m'a regardé avec une profonde pitié dans les yeux. « Je suis désolé, monsieur », a-t-elle dit doucement. Ce compte a été clôturé il y a 3 mois. Les fonds ont été retirés par la titulaire conjointe du compte, Daphné, ma mère. Elle avait pris l'argent de mes frais de scolarité pour couvrir les dettes de l'entreprise de dropshipping grattée de Corbin. Quand je l'ai confrontée, elle a utilisé exactement la même phrase qu'elle utilisait toujours. La famille est de la famille, Adler. Il allait se faire poursuivre en justice. Tu es intelligent. Tu peux obtenir un prêt étudiant. Tu te débrouilleras. Tu te débrouilles toujours. Tu te débrouilles toujours. Cette phrase n'était pas un compliment. C'était une malédiction. Cela signifiait que ma compétence était ma punition. Alors, je me suis débrouillé. J'ai pris les prêts. J'ai travaillé de nuit dans un entrepôt. J'ai gravi les échelons de l'entreprise. Je me suis sorti de la boue et j'ai construit une vie qui n'avait absolument rien à voir avec eux. J'ai emménagé dans cette tour. J'ai acheté une belle voiture. Je portais de beaux vêtements. Je protégeais ma paix avec des murs de fer. Et pourtant, ils étaient là, debout dans mon sanctuaire. Ils avaient escaladé mes murs et apporté leur chaos en plein milieu de mon salon. J'ai regardé les céréales écrasées sur le sol. J'ai regardé mon frère, un homme adulte, attendant que je répare Internet pour qu'il puisse jouer aux jeux vidéo dans ma maison. J'ai regardé ma mère, attendant qu'elle réponde à la question. Comment était-elle entrée? Je ne le savais pas encore, mais sa réponse allait être l'allumette qui mettrait le feu à son monde entier. Vous êtes-vous déjà retrouvé en présence de personnes qui ignorent complètement votre humanité et avez-vous senti quelque chose se briser en vous? C'est un son silencieux. Personne d'autre ne l'entend, mais une fois que ça se brise, on ne peut plus jamais revenir en arrière. J'attends une réponse, Daphné, ai-je dit, gardant ma voix dangereusement basse. Le bambin est de nouveau passé en courant devant moi, criant à plein poumon, mais je n'ai pas scié. J'ai gardé les yeux rivés sur ma mère. Comment as-tu contourné une serrure de sécurité biométrique? Ma mère s'est essuyé les mains sur son tablier, a penché la tête, et m'a lancé un regard de pure pitié condescendante. C'était le regard qu'on lance à un enfant qui pose une question stupide. Elle s'est dirigée vers son sac à main de créateur posé sur mon îlot de cuisine. Elle a fouillé à l'intérieur et en a sorti une carte clé noire et élégante attachée à un cordon argenté. Le logo sur le cordon a capté la lumière, Apex Property Group, le gigantesque conglomérat immobilier qui possède mon immeuble, ainsi que 50 autres propriétés de luxe dans l'État. Je suis directrice régionale senior pour l'entreprise qui possède cet immeuble, Adler, a-t-elle dit, sa voix suintant d'une arrogance absolue. Elle a brandi la carte noire comme une médaille d'or. J'ai des passe-partout. Je supervise les protocoles de sécurité régionaux. Il m'a fallu 30 secondes sur mon ordinateur portable pour contourner ton petit scanner d'empreintes digitales ridicule et générer une clé numérique d'urgence. La pièce a semblé tourner. Je me sentais physiquement malade. Je savais qu'elle travaillait pour Apex. Je savais qu'elle avait un poste de direction important, mais l'idée qu'elle abuserait de son autorité d'entreprise, qu'elle commettrait une violation de sécurité massive, juste pour s'introduire dans ma résidence privée, c'était au-delà du sentiment de tout lui devoir. C'était illégal. Tu as piraté mon appartement? Ai-je demandé, l'incrédulité claire dans ma voix. C'est une violation massive de la vie privée. Tu pourrais être renvoyé pour ça. Elle a rejeté la tête en arrière et a ri. C'était un son aigu et grinçant. Renvoyé? Adler, s'il te plaît. Je fais partie de la direction. Je rapporte des millions de dollars en baux d'entreprise chaque année. Personne ne se soucie d'une mère qui accède à l'appartement de son fils pour aider la famille. Tu es mon fils. Ton espace est mon espace. Ne sois pas ingrat. C'est grâce à moi si tu sais comment réussir. Corbin est intervenu depuis le canapé, sans quitter la télévision des yeux. Ouais, mec. Calme-toi. C'est juste un appartement. Tu as 2 chambres. Les enfants prendront ta chambre et tu pourras dormir par terre dans le bureau. On te laissera tranquille dans quelques semaines.
Au fait, on n'a plus de lait. Va en chercher. Dormir par terre dans ma propre maison. Pendant que le type qui a détruit ma voiture et volé mes frais de scolarité dort dans mon lit. Ma poitrine s'est resserrée. La rage était une pression physique derrière mes côtes. Je voulais l'attraper par le col de sa chemise sale et le jeter dehors dans la neige glaciale. Je voulais fracasser la télévision. Je voulais crier jusqu'à ce que ma gorge saigne. Je voulais appeler la police sur le champ et les faire arrêter tous les deux pour violation de domicile, mais j'ai regardé ma mère. Elle se tenait là, les bras croisés, attendant l'explosion. Elle voulait que je crie. Elle voulait que je perde mon sang-froid, parce que si je perdais mon sang-froid, je deviendrais le fils fou et déséquilibré. Elle appellerait nos proches. Elle pleurerait. Elle jouerait la victime. Oh, pauvre Daphné. Son fils ingrat a mis son propre frère et ses nièces à la rue à Noël. Elle se nourrissait de ce drame. Elle l'utilisait pour contrôler le récit. Si j'appelais la police, elle utiliserait son badge d'entreprise pour montrer aux officiers qu'elle était une directrice autorisée. Ce serait un conflit domestique désordonné. Ça gâcherait ma nuit et elle parviendrait à me faire passer pour le méchant. J'ai réalisé en une fraction de seconde que la combattre directement était inutile. On ne combat pas un manipulateur avec des émotions. On les combat avec leur propre arrogance. Elle pensait qu'elle utilisait son badge d'entreprise pour me remettre à ma place. Elle ne savait pas qu'elle venait de me donner l'arme pour la détruire. J'ai pris une profonde inspiration tremblante. J'ai desserré mes poings. J'ai forcé mon rythme cardiaque à ralentir. J'ai regardé la pièce en désordre, j'ai regardé Corbin sur le canapé, puis je suis revenu sur ma mère. J'ai laissé toute la colère s'effacer de mon visage, la remplaçant par un masque de résignation vaincue. D'accord, ai-je dit, ma voix calme et plate. Ma mère a cligné des yeux, surprise de la facilité avec laquelle je me suis rendu. Pardon ? J'ai soupiré, passant une main dans mes cheveux, jouant parfaitement le rôle de la bête de somme brisée. J'ai dit, d'accord, ils peuvent rester. Gardez juste les enfants hors de mon bureau. J'ai beaucoup de paperasse à faire cette semaine et dit à Corbin de nettoyer ses propres déchets. Je suis trop fatigué pour me battre pour ça. Un sourire triomphant s'est étalé sur le visage de ma mère. La maîtresse manipulatrice avait encore gagné. Tu vois, a-t-elle dit en s'approchant et en me tapotant la joue comme un bon petit chien. Ce n'était pas si difficile ? Je savais que tu serais raisonnable. Maintenant, sois un bon hôte. Corbin a raison. Nous avons besoin de lait et prends des pizzas en rentrant. Je ne cuisine pas ce soir. Je me suis retourné, j'ai pris mon manteau et je suis sorti. Dès que la porte lourde s'est refermée derrière moi, le masque est tombé. Mon visage est devenu de pierre. J'ai marché dans le couloir vers l'ascenseur. Je ne suis pas allé à l'épicerie. Je suis sorti dans l'air glacial de la nuit, je me suis tenu sur le trottoir et j'ai levé les yeux vers les immenses fenêtres en verre de mon immeuble. Elle voulait jouer à des jeux d'entreprise. Elle voulait utiliser son autorité pour me forcer à me soumettre. D'accord, nous allions jouer à des jeux d'entreprise, mais je n'allais pas me plaindre à un agent de location. J'allais couper la tête du serpent. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à formuler un plan. Un plan froid, calculateur, et dévastateur. Il pensait avoir gagné, mais le jeu n'avait même pas encore commencé. Si vous regardez ceci, cliquez sur le bouton j'aime si vous pensez qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme calme qui en a finalement eu assez. Il était 3 heures du matin. L'appartement était étouffant de chaleur car Corbin avait poussé le thermostat à fond, à près de 30 degrés. Le salon sentait le lait tourné et la sueur. De ma chambre, où Corbin s'était barricadé avec ses enfants, je pouvais entendre un chœur terrifiant de ronflements et le bruit sourd occasionnel d'un enfant donnant des coups de pied dans le mur. Je n'étais pas dans ma chambre. J'étais assis sur la chaise en bois dur de mon petit bureau à domicile. La porte était verrouillée, les lumières éteintes. La seule illumination dans la pièce était la lueur bleue et dure de l'écran de mon ordinateur portable se reflétant dans mes yeux. J'étais au travail, pas à mon travail de chaîne d'approvisionnement, mais à mon nouveau travail. La destruction absolue de l'illusion de contrôle de Daphné. J'avais mon contrat de location numérique ouvert sur le côté gauche de l'écran et le manuel de l'employé d'Apex Property Group ouvert sur la droite. J'avais trouvé une version PDF divulguée du manuel sur un forum immobilier il y a des mois,
lorsque je faisais des recherches sur la société de gestion avant de signer mon bail. Je n'aurais jamais pensé en avoir réellement besoin. J'ai parcouru le document, mes yeux balayant le jargon juridique. Section 4, paragraphe B, Code de conduite concernant la vie privée des locataires. C'était là. Mon cœur a cogné fort contre mes côtes. Tout employé utilisant les protocoles de clé maîtresse, les dérogations d'urgence, ou les systèmes de contournement biométrique à des fins personnelles, pour une entrée non autorisée, ou pour un hébergement familial fera face à un licenciement immédiat, à la révocation de tous les avantages sociaux, et à une responsabilité civile potentielle. C'était une politique de tolérance zéro. Apex était une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Il gérait des appartements pour des clients de premier plan. La seule chose qu'il ne pouvait pas se permettre était un scandale impliquant un directeur régional piratant l'appartement d'un locataire pour y loger son fils bon à rien. C'était une responsabilité de sécurité catastrophique. Mais un manuel ne suffisait pas. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de preuves concrètes et indéniables qu'elle avait elle-même exécuté la dérogation. Le lendemain matin, à 7h30, je suis descendu dans le hall de l'immeuble. Le hall était tout en marbre, en art moderne, et en musique de jazz douce. Derrière le bureau de réception élégant se trouvait Marin. Marin était la directrice de la location et de la propriété de l'immeuble. Elle avait 35 ans, était incroyablement perspicace et farouchement protectrice des protocoles de son bâtiment. C'était aussi quelqu'un avec qui je m'assurais d'être incroyablement poli. Je lui apportais du café le lundi. Je ne me plaignais jamais des problèmes de maintenance mineure. Nous avions un bon rapport. « Bonjour, Adler », sourit Marin en m'approchant, glissant un latte à la vanille frais sur le comptoir vers elle. « Tu as l'air épuisé. Long quart de travail. »« Tu n'as pas idée », soupirai-je, lui offrant un sourire fatigué et sincère. « Et, Marin, une petite question. Je crois que ma serrure intelligente a un problème. » Elle a immédiatement froncé les sourcils, consultant son système informatique. « Un problème ? Comment ça ? Les scanners biométriques sont tout neufs. » Ouais, mon empreinte digitale n'a pas fonctionné hier après-midi quand je suis rentré du travail, mentis-je avec aisance, et mon code maître a été rejeté. J'ai fini par devoir utiliser la clé de secours manuelle. Pourrais-tu vérifier les journaux système de mon unité ? Je veux juste m'assurer que le matériel n'est pas défaillant. Je m'inquiète pour la sécurité. La sécurité est le mot magique pour les gestionnaires immobiliers. Marin a commencé à taper furieusement. Laissez-moi jeter un œil aux journaux d'accès pour l'unité 402. Donnez-moi une seconde. Je suis resté là, sirotant mon café noir, gardant mon rythme cardiaque stable. J'ai regardé ses yeux balayer le moniteur. Soudain, sa frappe s'est arrêtée. Ses sourcils se sont haussés jusqu'à la racine de ses cheveux. Elle s'est penchée plus près de l'écran, l'air confus et légèrement alarmé. « C'est vraiment étrange », murmura-t-elle. « Qu'est-ce que c'est ? » demandai-je, m'appuyant contre le comptoir, jouant parfaitement le locataire ignorant. « Eh bien, votre serrure n'est pas cassée », dit lentement Marin en me regardant. Le journal montre qu'une dérogation d'urgence de niveau 5 a été initiée hier à 14h15. Elle a complètement effacé vos codes d'accès locaux et généré un passe-partout temporaire. J'ai écarquillé les yeux, jouant la surprise. Une dérogation de niveau 5 ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui a accès à ça ? Marin baissa la voix, jetant un coup d'œil au hall vide. Seuls les directeurs régionaux et la sécurité d'entreprise. Le journal Système montre que la dérogation a été autorisée par Daphné, notre directrice régionale. Marin avait l'air extrêmement mal à l'aise. Elle savait que Daphné était ma mère, mais elle savait aussi qu'utiliser une dérogation sans une urgence enregistrée, comme un incendie ou une inondation, était hautement illégal. Adler, y a-t-il eu une urgence dans votre unité hier ? Avez-vous demandé cela ? Non, dis-je doucement, regardant Marin droit dans les yeux. Je ne l'ai pas demandé, et il n'y avait pas d'urgence. Marin déglutit difficilement. Son professionnalisme a pris le dessus, mais je pouvais voir la panique dans ses yeux. La responsabilité était massive. Adler, je vais devoir signaler cette anomalie au service de sécurité informatique. C'est une violation grave du protocole. Pourriez-vous m'imprimer ce journal ? Demandai-je doucement, juste pour mes propres dossiers,
avant qu'il ne soit enterré dans un ticket informatique. Marin hésita. Donner des journaux de sécurité était risqué, mais elle a regardé mon visage, a vu l'épuisement, et a réalisé que j'étais la victime d'un abus de pouvoir massif de l'entreprise. Elle a cliqué sur imprimer. L'imprimante laser s'est mise en marche. Elle a fait glisser la feuille de papier sur le comptoir en marbre. Ne dites à personne que je vous ai donné ça, a-t-elle chuchoté. Tu me sauves la vie, Marin, dis-je, pliant le papier et le glissant dans la poche de ma veste. Alors que je sortais dans l'air glacial du matin pour me diriger vers ma voiture, mon téléphone s'est mis à vibrer. C'était Corbin. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon application d'appel. T'es où, bordel? Aboya la voix de Corbin à travers le haut-parleur, forte et exigeante. Les enfants meurent de faim. Maman est partie pour la préparation de sa conférence et elle a dit que tu devais faire le petit déjeuner avant d'aller au travail. Je suis déjà en route pour l'entrepôt, Corbin, dis-je calmement. Tu te fiches de moi. A-t-il crié. Qu'est-ce qu'on est censé manger? Tu ferais mieux de nous commander une énorme livraison de petit déjeuner tout de suite, mec. Je ne vais pas dépenser mon argent pour ça. Et prends-moi un pack de bière en rentrant. J'ai souri. C'était un sourire froid et vide. Bien sûr, Corbin. Je m'occupe de tout. J'ai raccroché le téléphone. J'avais le journal système. J'avais les enregistrements audio de Corbin me traitant comme un serviteur. J'avais le mobile. Les preuves étaient rassemblées. Il était maintenant temps d'évacuer la zone de guerre. La partie la plus dangereuse de la planification d'une contre-attaque est latente. Pendant les 3 jours suivants, j'ai mené une double vie. Pour ma mère et mon frère, j'étais la bête de somme vaincue et brisée. J'allais au travail. Je rentrais à la maison. Je commandais pour $50 de pizza chaque soir parce que Corbin refusait de manger autre chose. Je passais par-dessus des piles de linge sale. J'écoutais ma mère m'appeler chaque soir depuis sa suite d'hôtels de luxe, me rappelant de nettoyer la salle de bain parce que les enfants de Corbin étaient désordonnés. Oui, Daphné. Bien sûr, Daphné. Je m'en occupe, Daphné. J'ai ravalé ma fierté. J'ai gardé la tête basse, car chaque fois que je souriais et hochais la tête, je resserrais secrètement le nœud coulant autour de sa carrière. Mais je ne pouvais pas lancer le missile tant que mes biens de valeur étaient encore dans le rayon de l'explosion. Corbin était destructeur. Ses enfants étaient sauvages. Si je frappais, je savais qu'ils détruiraient mon appartement dans un accès de rage avant que la police ne puisse les traîner dehors. Je devais évacuer ma vie en silence, juste sous leur nez. J'ai appelé mon meilleur ami et collègue, Nash. Nash a 28 ans, il est bâti comme un secondeur, et il possède une haine profonde pour les gens qui se croient tout permis. Il savait tout sur ma famille. Quand je lui ai raconté ce que Daphné avait fait avec la serrure biométrique, il a failli casser son volant en 2. Mec, elle n'a pas juste franchi une limite, avait dit Nash en arpentant le sol de l'entrepôt pendant notre pause déjeuner. Elle l'a rasé avec un tank d'entreprise. Tu ne peux pas la laisser s'en tirer comme ça. Dis-moi ce dont tu as besoin. J'ai besoin d'un refuge, répondis-je. Juste pour quelques jours, et j'ai besoin d'aide pour déménager ma vie dans un sac à dos. Ainsi commença l'évacuation silencieuse. Chaque matin, quand je sortais à 6 heures, je portais mon grand sac de sport noir. Corbin, habituellement en train de ronfler sur le canapé parce qu'il veillait jusqu'à 4 heures du matin à jouer aux jeux vidéo, ne remarquait jamais rien. Le premier jour, le sac contenait mes disques durs de sauvegarde, mon acte de naissance, mon passeport, mes documents de location, et tous mes dossiers financiers. Le deuxième jour, le sac contenait ma collection de montres de luxe, mes costumes sur mesure, et l'appareil photo vintage de mon grand-père. Le troisième jour, le sac était rempli de mes appareils électroniques les plus chers, de mes chaussures préférées, et d'objets sentimentaux que je ne pouvais pas supporter de perdre. Chaque soir après le travail, je conduisais jusqu'à l'appartement de Nash de l'autre côté de la ville et je déchargeais le sac dans sa chambre d'amis. Lentement, pièce par pièce, le vrai Adler disparaissait de l'unité 402. Ce qui restait dans l'appartement n'était qu'une illusion. Des vêtements bon marché, de la vaisselle basique, et des meubles lourds qu'il ne pouvait pas facilement casser. La 4e nuit, la veille de Noël, j'ai fait ma préparation finale. Corbin avait emmené les enfants à la piscine chauffée de l'immeuble,
une piscine qu'il n'était pas autorisé à utiliser, mais Daphné lui avait donné un badge d'accès cloné. L'appartement était vide pendant exactement 45 minutes. J'ai agi rapidement. J'ai sorti 2 minuscules caméras de surveillance à activation vocale de la poche de ma veste. J'en ai monté une en hauteur sur la bibliothèque du salon, cachée derrière une pile de livres à couverture rigide. Elle avait une vue grand angle parfaite sur le canapé, la télévision et la cuisine. J'ai placé la seconde dans le couloir, orientée vers la porte d'entrée et la serrure intelligente. Ce n'était pas pour les espionner. C'était une assurance. Quand le couperet tomberait, j'aurais besoin de preuves vidéo de leur réaction, de leur violation de domicile, et de tout dommage qu'ils tenteraient de causer. J'ai connecté les caméras à un serveur cloud sécurisé en utilisant un point d'accès mobile caché que j'avais apporté. Je n'allais pas compter sur le Wi-Fi de l'appartement, que je prévoyais de couper de toute façon. Juste au moment où je finissais de cacher la deuxième caméra, la porte d'entrée a cliqueté. Corbin est entré, trempé. Une serviette drapée sur son épaule. Les enfants sont passés en courant devant lui, laissant des empreintes de pas mouillées sur tout le parquet. Corbin m'a regardé, debout dans le couloir. Il a légèrement plissé les yeux. « Qu'est-ce que tu fais là, à rien faire, mec ? T'as l'air bizarre. » J'ai glissé mon téléphone dans ma poche, gardant mon visage parfaitement impassible. Je pensais juste au travail, Corbin. La semaine a été longue. Il a ricané, s'est dirigé vers le frigo et a sorti une de mes bières artisanales chères. Tu travailles trop, mec. Tu dois te détendre. Maman s'envole pour Aspen demain matin. Elle a dit que tu emmènerais les enfants au parc toute la journée demain pour que je puisse faire la grasse matinée. Ne me réveille pas avant midi. Il a décapsulé la bière, a pris une longue gorgée, et a roté bruyamment. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, un homme adulte vivant complètement en parasite de mon travail, dictant mon emploi du temps dans ma propre maison, soutenu par une mère qui utilisait son pouvoir d'entreprise pour enfreindre la loi. Je ferai en sorte que tu dormes aussi longtemps que tu en as besoin, Corbin, dis-je doucement. Tout était sécurisé. Mes objets de valeur étaient en sécurité chez Nash. Les caméras tournaient. Les preuves étaient compilées dans un seul fichier PDF dévastateur. L'évacuation silencieuse était terminée. Il était temps de présenter à ma mère le concept de conséquence. Cette nuit-là, je suis resté assis dans ma voiture dans le parking souterrain pendant 1 heure avant de monter. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au Wi-Fi du garage. J'ai ouvert LinkedIn. Je ne voulais pas envoyer mes preuves à Marin ou même au département des ressources humaines locales. Les RH locaux pourraient essayer d'étouffer l'affaire pour protéger une directrice régionale à haut revenu comme Daphné. J'avais besoin de quelqu'un d'intouchable. J'avais besoin de quelqu'un d'impitoyable. J'ai tapé dans la barre de recherche, chef de la conformité, Apex Property Group. Un profil est apparu, Monsieur Garrison, 60 ans, ancien avocat d'entreprise. Il avait la réputation sur les forums immobiliers d'être un requin. C'était le type qu'Apex faisait venir pour licencier les gens qui détournaient de l'argent ou violaient les lois fédérales sur le logement. Il était froid, analytique, et absolument dépourvu de pitié. Il était parfait. J'ai trouvé son adresse email professionnelle directe en utilisant un outil de vérification de format de mail standard. J'ai ouvert un nouveau brouillon dans mon compte de messagerie sécurisé. Sujet, urgent. Violation grave de la sécurité et dérogation non autorisée au bâtiment nom du bâtiment par la directrice régionale Daphné. Mes doigts ont volé sur le clavier. Les mots étaient précis, cliniques, et complètement dénués d'émotion. Je n'ai pas écrit en tant que fils en colère. J'ai écrit en tant que locataire à haut revenu, outré, menaçant d'une action en justice massive contre la société. Cher Monsieur Garrison, je suis le locataire légal de l'unité 402. Je vous écris pour signaler une violation de sécurité catastrophique commise par votre directrice régionale, Daphné. Mardi à 14h15, elle a utilisé une dérogation d'urgence de niveau 5 pour contourner ma serrure de sécurité biométrique sans mon consentement, sans urgence enregistrée, et pour des raisons strictement personnelles. Elle a utilisé cet accès non autorisé pour installer 3 adultes et enfants non déclarés dans mon unité contre ma volonté. J'ai joint les journaux système inaltérable prouvant la violation. J'ai également joint des enregistrements audio dans lesquels elle admet avoir abusé de son autorité d'entreprise pour contourner vos protocoles de sécurité.
En tant que locataire qui paie des tarifs premium pour la confidentialité et la sécurité, je considère cela comme une défaillance massive de la responsabilité de la part d'Apex Property Group. Si cela n'est pas résolu par une action disciplinaire immédiate et sévère, ma prochaine communication se fera par l'intermédiaire de mon conseiller juridique concernant une poursuite pour entrée illégale et rupture de contrat. Je n'ai pas cliqué sur envoyer. Pas encore. Le timing est essentiel en logistique. On n'envoie pas le camion tant que l'entrepôt n'est pas prêt à recevoir la cargaison. Je l'ai sauvegardé dans mes brouillons. Je suis monté et je suis entré dans l'appartement. Il était 22 heures. Ma mère se tenait dans le salon, tenant une magnifique robe de soirée argentée longue jusqu'au sol contre son corps, se regardant dans le miroir du couloir. Elle était venue faire une dernière vérification avant son vol du lendemain matin. « Comment ça me va, Adler ?» a-t-elle demandé, admirant son reflet. Le PDG d'Apex sera au séminaire d'Aspen. J'ai une présentation au gala demain soir. Je dois avoir l'air puissante. Tu as l'air très puissante, Daphné, ai-je dit. Ma voix était stable, mais mon cœur battait à un rythme lent et lourd dans ma poitrine. Elle a souri, jetant la robe dans sa housse à vêtements. Bien. Maintenant, écoute-moi. Mon vol est à 10 heures. Je pars pour l'aéroport à 7 heures. Je veux que tu sois réveillé à 6 heures pour faire des pancakes pour les enfants. Corbin est stressé et je ne veux pas qu'il s'occupe d'enfants qui pleurent pendant que j'essaie de me concentrer sur ma carrière. Tu as compris? Elle s'est approchée de moi, se tenant à quelques centimètres à peine, son parfum piquant et envahissant. Elle m'a regardé de haut en bas, ses yeux pleins de cette possession toxique familière. Tu as été très silencieux ces derniers jours, Adler, a-t-elle noté, ses yeux se plissant légèrement. J'espère que tu ne prévois pas de piquer une crise dès que je serai parti. Tu es un adulte. Agis comme tel sois utile. J'ai baissé les yeux sur elle. J'ai pensé à la voiture écrasée. J'ai pensé au fonds universitaire volé. J'ai pensé à la serrure violée de ma porte. Je ne vais pas piquer de crise, mère, dis-je avec aisance. Je vais être extrêmement utile. Tu as une grande journée demain. Tu devrais te reposer. Elle a laissé échapper un petit rire, satisfaite d'avoir complètement brisé mon esprit. Bon garçon. On se voit à 6 heures. Elle a attrapé son sac à main et est sortie de l'appartement pour rentrer chez elle faire ses valises. La porte lourde s'est refermée. Corbin était affalé sur le canapé, ronflant bruyamment, une part de pizza à moitié mangée posée sur sa poitrine. L'appartement était complètement silencieux, à l'exception de sa respiration. Je suis entré dans mon bureau. J'ai mis mon ordinateur portable dans mon sac. J'ai attrapé mes clés de voiture. J'ai regardé la pièce une dernière fois. Cet espace avait été violé, mais il était toujours à moi, et j'étais sur le point de le reprendre. Je ne suis pas allé dormir. Je suis resté éveillé toute la nuit, assis dans le noir, à regarder l'horloge tourner. 5 heures du matin, 6 heures, 7 heures. À exactement 7h30, je savais que ma mère était assise à l'arrière d'un Uber en direction de l'aéroport, rêvant de sa promotion et de sa robe argentée. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ouvert le dossier des brouillons. J'ai regardé l'adresse email de Monsieur Garrison. Ne t'inquiète pas, mère, murmurai-je à la pièce vide. Demain sera un jour que tu n'oublieras jamais. J'ai déplacé mon doigt sur le trackpad. J'ai plané au-dessus du bouton bleu et j'ai cliqué sur envoyer. L'email a été envoyé. Il était exactement 8 heures du matin la veille de Noël. Dans le monde de l'entreprise, en particulier dans un conglomérat massif comme Apex Property Group, 8 heures un jour de semaine fériée est le moment où les équipes d'élite de la sécurité et de la conformité font leur dernière vérification avant de partir pour leurs propres vacances. Je savais que M. Garrison serait à son bureau. Un homme avec sa réputation ne part jamais plus tôt. Je n'étais plus dans mon appartement. À 5 heures ce matin-là, alors que toute la ville était encore plongée dans une obscurité totale et des vents d'hiver glacial, j'avais discrètement fermé mon dernier sac. Je me suis tenu dans mon couloir un dernier instant, écoutant les ronflements lourds et odieux venant de ma chambre où mon frère de 31 ans dormait. J'ai regardé le désordre chaotique de chips écrasés, de jus renversés, et de chaussettes sales éparpillées sur mes beaux parquets. J'ai ressenti un bref éclair de colère, mais je l'ai laissé passer. La colère est une émotion chaude. Elle vous rend imprudent.
J'avais besoin d'être glacial. Je suis sorti, laissant le bois lourd se refermer doucement dans le cadre de la porte. Je ne l'ai pas verrouillé. Le scanner biométrique était de toute façon déjà compromis. J'ai descendu le long couloir moquetté, pris l'ascenseur jusqu'au parking souterrain, et suis monté dans ma voiture. Le siège en cuir était glacial, mais le chauffage s'est rapidement mis en marche. J'ai traversé les rues calmes et enneigées de la ville, regardant les lampadaires se refléter sur le trottoir verglacé. Je me dirigeais vers la maison de Nash, où tous mes objets de valeur, mes documents, et ma vraie vie étaient stockés en toute sécurité. À 8 heures, j'étais assis sur l'îlot de la cuisine de Nash, buvant une tasse de café noir fort. Nash était assis en face de moi, les yeux rivés sur son propre téléphone, attendant l'explosion. « Tu l'as envoyé ?» demanda Nash, sa voix basse et sérieuse. « Je viens d'appuyer sur le bouton, » répondis-je, fixant l'écran de mon ordinateur portable. En logistique, tout est une question de gestion des flux d'opération. On ne peut pas simplement lancer une attaque. Il faut d'abord couper les lignes d'approvisionnement de l'ennemi. J'ai ouvert l'application de domotique sur mon téléphone. Mon appartement était équipé d'un système intelligent de premier ordre que je contrôlais entièrement. Corbin s'était plaint que le Wi-Fi ramait. Il était sur le point de découvrir à quoi ressemblait une connectivité nulle. En 3 tapotements sur mon écran, j'ai exécuté une réinitialisation matérielle de mon routeur, changeant le nom du réseau et le mot de passe en une chaîne aléatoire de 30 caractères. Ensuite, j'ai accédé au panneau de disjoncteurs intelligents. Je ne pouvais pas couper le chauffage ou le réfrigérateur sans causer de dommages structurels ou un désordre. Mais je pouvais absolument couper les circuits électriques alimentant la télévision du salon, les consoles de jeux, et le micro-ondes. Clic, clic, clic. L'alimentation du centre de divertissement était officiellement coupée. Il a fallu exactement 14 minutes pour que les retombées commencent. Mon téléphone sur le comptoir s'est mis à vibrer si violemment qu'il a failli tomber du bord en granit. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de Corbin en gras. J'ai laissé sonner. Il a cessé puis a immédiatement recommencé à sonner. Après le 3e appel manqué, les SMS ont commencé à pleuvoir comme une cascade. « T'es où, bordel ? Le courant est coupé dans le salon. »« Mec, réponds à ton téléphone. » Les enfants crient et je ne peux pas allumer la télé. « Adler, ce n'est pas drôle. Le Wi-Fi est complètement mort. Reviens ici et répare ça tout de suite ou je casse ton routeur. » J'ai lu les messages à voix haute à Nash. Nash a éclaté d'un rire profond et retentissant qui a résonné sur les murs de sa cuisine. Il menace de casser un routeur qui ne lui appartient pas, dans un appartement pour lequel il ne paie pas, tout en vivant au crochet d'un frère qu'il traite comme de la merde, a dit Nash en secouant la tête, incrédule. L'arrogance de ce type devrait figurer dans un journal médical. Je n'ai pas répondu à Corbin. J'ai simplement bloqué son numéro. Il n'était plus mon problème. C'était un intrus dans une unité sur le point d'être audité par une machine d'entreprise impitoyable. Quelques minutes plus tard, une autre notification est apparue sur mon écran. Celle-ci était un SMS de Daphné. Je suis à l'aéroport, en train de m'enregistrer au salon de première classe. La file est ridicule, mais Aspen va être fabuleux. Assure-toi de donner des œufs aux enfants, pas seulement des céréales. Et n'oublie pas de passer l'aspirateur dans le salon. On se voit dans une semaine. Je t'aime. J'ai fixé les mots. Je t'aime. Elle n'utilisait ces mots que lorsqu'elle me donnait un ordre. Elle n'aimait que ma conformité. Elle se tenait à l'aéroport, vêtue de ses vêtements de créateur, sirotant un latte gratuit, complètement convaincue qu'elle m'avait déjoué. Elle pensait avoir réussi à se décharger de ses responsabilités sur son enfant invisible, utilisant son pouvoir d'entreprise comme une arme, et s'échappait maintenant vers un pays des merveilles hivernales sans aucune conséquence. Elle ne savait pas que sa carrière se trouvait actuellement dans la boîte de réception de Monsieur Garrison. J'ai vérifié mes emails. Rien pour l'instant. L'anticipation était un poids lourd dans ma poitrine. J'ai ouvert le serveur cloud connecté aux caméras de surveillance cachées que j'avais laissées dans mon appartement. Le flux vidéo s'est chargé parfaitement. La scène dans mon salon était un chaos absolu. Corbin se tenait au milieu de la pièce en caleçon, appuyant frénétiquement sur les boutons de la télécommande, ressemblant à un homme des cavernes essayant d'allumer un feu avec une pierre mouillée. Ses 3 enfants couraient en cercle,
hurlant à plein poumon parce que leurs dessins animés du matin avaient disparu. Corbin a jeté la télécommande sur le canapé avec frustration et a commencé à faire les 100 pas. Il avait l'air paniqué. Sans la télévision et Internet pour garder ses enfants, il devait réellement être un parent. Et pire, sa femme de ménage et son chef cuisinier gratuit manquaient à l'appel. Je l'ai regardé donner un coup de pied dans un camion joué à travers la pièce. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. 0. Si vous avez déjà été la personne qui doit sacrifier sa propre paix pour subventionner l'irresponsabilité de quelqu'un d'autre, vous connaissez le sentiment exact que j'avais à ce moment-là. Ce n'était pas seulement du soulagement, c'était de la libération. J'ai fermé l'onglet de la caméra. J'avais besoin de voir le vrai spectacle. Nash, dis-je en me levant et en attrapant mon lourd manteau d'hiver. Je dois aller faire un tour. Où vas-tu? Demanda Nash en haussant un sourcil. À l'aéroport, dis-je en zippant ma veste. Je veux voir ça de mes propres yeux. L'aéroport international était à 30 minutes de route de l'appartement de Nash. Le trafic des fêtes était un cauchemar. Une rivière rampante de feux de freinage et de conducteurs frustrés essayant de fuir la ville avant le jour de Noël. Mais l'attente ne me dérangeait pas. J'ai allumé la radio, écoutant une faible station de jazz, ressentant un étrange sentiment de calme vide. Le genre de calme qui vient quand on arrête enfin d'essayer de réparer les gens qui veulent activement vous briser. Alors que j'étais coincé dans les embouteillages, mon téléphone a sonné avec une notification de mail de haute priorité. Je me suis garé sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, mettant la voiture en position de stationnement. Mes mains tremblaient légèrement alors que j'ouvrais l'application de messagerie. C'était de Monsieur Garrison. Cher Monsieur Adler, j'ai bien reçu votre communication et j'ai examiné les journaux système joints. Je tiens à vous assurer personnellement qu'Apex Property Group prend les allégations de violation de sécurité et de dérogation de système non autorisé avec la plus grande sévérité. Le journal que vous avez fourni confirme qu'un contournement biométrique de niveau 5 a été exécuté à partir des identifiants régionaux de Daphné à leur spécifier. C'est une violation catastrophique de nos protocoles de confidentialité interne et des droits des locataires. J'initie un gel immédiat de ces comptes d'entreprise en attendant un audit de conformité complet. La sécurité d'entreprise a été dépêchée à votre immeuble pour sécuriser votre unité et retirer les occupants non autorisés. De plus, notre directeur des ressources humaines contacte Daphné immédiatement. Je m'excuse sincèrement pour cette violation flagrante de votre domicile. Vous ne subirez aucune représaille et votre bail reste en excellent état. J'ai lu l'email 3 fois. Un gel d'entreprise. Sécurité dépêchée. C'était en train d'arriver. La guillotine était officiellement tombée. Je me suis réinséré sur l'autoroute et j'ai conduit directement au terminal des départs de l'aéroport. Je me suis garé dans le parking de courte durée et je suis entré dans le bâtiment massif en verre et en écho. L'aéroport était bondé de gens portant des pulls de Noël moches, traînant des valises à roulettes, et vérifiant les écrans de vol. J'ai vérifié le tableau des départs pour le vol du séminaire d'entreprise d'Apex vers Aspen, Terminal B, comptoir d'enregistrement de première classe. Je suis resté à distance, me fondant dans une foule de gens qui attendaient près d'un kiosque à café. J'avais une vue dégagée sur le comptoir d'enregistrement premium. Et elle était là, Daphné. Elle se tenait au comptoir, ressemblant à une couverture de magazine. Elle portait un manteau d'hiver argenté sur mesure, des bottes en cuir coûteuses, et des lunettes de soleil surdimensionnées posées sur ses cheveux parfaitement coiffés. Elle avait 3 énormes bagages de créateur alignés sur la balance. L'agent de la compagnie aérienne derrière le bureau tapait sur son ordinateur. De mon point de vue, je ne pouvais pas entendre les mots exacts, mais je pouvais lire parfaitement le langage corporel. L'agent a froncé les sourcils, a tapé autre chose, et a secoué la tête. Elle a rendu à Daphné une carte de crédit métallique élégante par-dessus le comptoir. C'était la carte de dépenses d'entreprise d'Apex, la carte qu'elle utilisait pour financer son style de vie luxueux. Daphné a ri, un petit rire dédaigneux et arrogant, et a agité la main comme pour dire « Essayez encore. Votre machine est en panne. » L'agent a de nouveau passé la carte. Elle a fixé l'écran. Puis elle a pris un téléphone de bureau rouge et a composé un numéro. La posture de Daphné a commencé à changer. Ses épaules se sont raidies. Elle a enlevé ses lunettes de soleil, ses yeux se plissant vers l'agent. Elle a commencé à faire des gestes vers ses bagages, demandant clairement quel était le problème.
Soudain, le téléphone portable personnel de Daphné a commencé à sonner. Elle l'a sorti de son sac à main de créateur, a regardé l'écran, et tout son corps a semblé se figer. J'ai vu sa main trembler alors qu'elle glissait pour répondre à l'appel. Je savais exactement qui était à l'autre bout du fil. Ce n'était pas un client. Ce n'était pas Corbin. C'était le directeur des ressources humaines d'un conglomérat immobilier de plusieurs milliards de dollars, appelant pour informer une directrice régionale senior qu'elle était officiellement sous enquête pour faute grave et vol de ressources de l'entreprise. J'ai regardé le visage de ma mère. Le masque arrogant et intouchable qu'elle avait porté toute ma vie s'est brisé en 1 million de petits morceaux, là, au milieu du terminal B. Toute la couleur a quitté ses joues, la laissant pâle et soudainement très vieille. Sa bouche s'est ouverte, mais elle semblait incapable de parler. Elle a pressé sa main libre contre son front, titubant légèrement en arrière, s'appuyant contre son chariot à bagages pour se soutenir. Elle parlait frénétiquement maintenant, suppliant au téléphone. Mais les RH d'entreprise ne se soucient pas de vos larmes. Ils se soucient de la responsabilité. Ils se soucient des poursuites judiciaires. Et je leur avais pratiquement garanti une poursuite massive s'ils ne coupaient pas le cancer immédiatement. L'agent de la compagnie aérienne s'est penché en avant, parlant à Daphné. Je pouvais deviner les mots. Madame, votre carte est refusée avec un blocage pour fraude. Avez-vous un autre moyen de paiement pour ces billets de première classe à 80 000 $? Daphné a laissé tomber son téléphone. Il a fait un bruit sec en tombant sur le carrelage poli. Elle ne s'est même pas penchée pour le ramasser. Elle a juste regardé fixement l'agent de la compagnie aérienne. Sa carte d'entreprise était gelée. Son accès était parti. Le voyage à Aspen était mort. Sa carrière de 20 ans, la carrière qu'elle utilisait pour intimider et contrôler notre famille, se vidait de son sang sur le sol de l'aéroport. Les chiffres choquants remettent toujours les choses en perspective. Elle gagnait 150 000 $ par an. Elle avait un bonus annuel de 80 000 $ en attente. Elle avait une voiture de fonction. Elle avait une assurance maladie premium. Et elle avait tout échangé, chaque centime, juste pour pouvoir forcer son plus jeune fils à être un babysitter gratuit pendant 2 semaines. Avez-vous déjà assisté au moment exact où un narcissique réalise que le monde ne tourne pas réellement autour de lui? Ce n'est pas bruyant. Ce n'est pas une explosion. C'est un silence terrifiant et à bout de souffle. Je suis sorti de derrière le kiosque à café. Je ne me cachais plus. J'ai traversé lentement le sol du terminal, mes bottes claquant contre les carreaux. Je me suis dirigé droit vers l'épave de la vie de ma mère. Daphné fouillait frénétiquement dans son sac à main, sortant des cartes de crédit personnel, ses mains tremblant si violemment qu'elle en a laissé tomber 2 sur le sol. Elle hyperventilait, essayant de sauver le voyage, essayant de prétendre que l'appel qu'elle venait de recevoir était une erreur. « Excusez-moi, madame », dit fermement l'agent de la compagnie aérienne. « Si vous ne pouvez pas fournir un moyen de paiement valide, je dois vous demander de sortir de la file. D'autres passagers attendent. » Daphné a craqué. « Savez-vous qui je suis ?» a-t-elle hurlé, sa voix résonnant dans le terminal, attirant les regards de dizaines de personnes. « Je suis une directrice régionale senior. Repassez la carte. » « Elle n'est plus une directrice, dis-je doucement. Daphné a tourné la tête brusquement. Ses yeux se sont écarquillés quand elle m'a vu debout là, à 1,50 m, mes mains calmement rentrées dans les poches de mon manteau d'hiver. Pendant une seconde, son cerveau n'a pas pu comprendre pourquoi j'étais à l'aéroport au lieu d'être à la maison en train de faire des pancakes pour les enfants de Corbin. « Adler » a-t-elle chuchoté, sa voix se brisant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» « Je regarde simplement les dominos tomber, Daphné, répondis-je, ma voix complètement dépourvue d'émotion. Elle me fixa, ses yeux passant de mon visage calme à ses cartes de crédit gelées sur le comptoir. Et puis la réalisation l'a frappée comme un train de marchandises. La panique dans ses yeux s'est instantanément transformée en une haine absolue et pure. « Toi » siffla-t-elle, faisant un pas vers moi, ses mains se crispant en poing. « Tu as appelé l'entreprise. Tu as déposé un rapport. » « Je n'ai pas déposé de rapport », la corrigeai-je, gardant ma voix stable et raisonnable, ce qui, je le savais, ne ferait que l'exaspérer davantage. J'ai soumis une notification légale formelle d'une violation de sécurité catastrophique. Tu as contourné ma serrure biométrique sans autorisation. Tu as utilisé ta clé maîtresse d'entreprise pour commettre un crime.
Pensais-tu vraiment qu'Apex Property Group allait laisser passer ça? Pensais-tu vraiment que j'allais laisser passer ça? Espèce de petit rat ingrat. A-t-elle crié, perdant complètement son sang-froid. Les gens dans le terminal s'arrêtaient maintenant ouvertement pour regarder le drame. Tu as ruiné ma vie. Ils m'ont suspendu. Ils ont gelé mes comptes. Je travaille pour cette entreprise depuis 20 ans, et tu as tout jeté par la fenêtre parce que tu étais trop égoïste pour laisser ton frère rester dans ton stupide appartement pendant quelques jours. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. C'était une femme qui avait passé toute sa vie à exiger des sacrifices de tout le monde autour d'elle. Et au moment où on lui a demandé de payer la note, elle a joué la victime. Tu as ruiné ta propre vie, Daphné, dis-je froidement. Tu as choisi d'enfreindre la loi. Tu as choisi d'utiliser le système de sécurité de ton entreprise pour envahir ma maison. Tu pensais que parce que je suis ton fils, je n'ai aucun droit. Tu pensais que mon espace, ma paix, et mon travail acharné t'appartenaient. Tu avais tort. Elle a ouvert la bouche pour me crier dessus à nouveau. Mais son téléphone portable personnel, qui gisait toujours sur le sol, a commencé à vibrer bruyamment. J'ai baissé les yeux. L'écran fissuré s'est illuminé avec un appel entrant de Corbin. J'ai montré le téléphone du doigt. Tu devrais probablement répondre. Je pense que ton enfant chéri passe une mauvaise matinée. Daphné a arraché le téléphone du sol et l'a porté à son oreille. Corbin. A-t-elle lâché, sa voix tremblant de rage et de panique. Même de là où j'étais, je pouvais entendre Corbin crier à travers le haut-parleur. Sa voix était complètement hystérique. Maman, où es-tu? Tu dois revenir tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? A demandé Daphné. La police. A crié Corbin, sanglotant comme un enfant. Il y a 2 policiers et 3 gars de la sécurité d'entreprise dans l'appartement d'Adler. Ils ont coupé le courant. Ils ont pris mes sacs et ils nous mettent dehors. Ils disent que je suis un intrus. Ils disent que si je ne quitte pas les lieux dans 5 minutes, ils m'arrêtent. Maman, les enfants pleurent. Ils mettent mes affaires dans la neige. Tu dois appeler l'immeuble et leur dire que tu as autorisé ça. Le visage de Daphné s'est effondré. Elle m'a regardé, les yeux remplis d'une terreur désespérée et suppliante. Elle n'avait aucune autorité pour appeler l'immeuble. Ses identifiants avaient été effacés. Son pouvoir avait disparu. Je ne peux rien faire, Corbin, a-t-elle murmuré dans le téléphone, des larmes coulant enfin sur ses cils et ruinant son maquillage coûteux. Je n'ai plus d'accès. Ils ont pris mon badge. Comment ça, tu n'as plus d'accès? A hurlé Corbin. Où est-ce qu'on est censé aller? Je n'ai pas d'argent. Maman, fais quelque chose. Elle a lentement abaissé le téléphone de son oreille, mettant fin à l'appel. Elle m'a regardé, une femme brisée et vaincue au milieu de ses bagages de luxe. Tu es content maintenant, Adler? A-t-elle demandé, sa voix un murmure rauque et creux. Tu as détruit ta propre famille juste avant Noël. Tu as rendu ton frère sans abri. Tu as détruit ma carrière. Es-tu fier de toi? Je me suis approché d'elle, baissant la voix pour qu'elle seule puisse entendre la finalité absolue de mes mots. Je n'ai pas détruit cette famille, Daphné. J'ai juste finalement arrêté de laisser cette famille me détruire. Je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai franchi les portes vitrées coulissantes du terminal, sortant dans l'air d'hiver glacial et vif. J'ai pris une profonde inspiration. Pour la première fois en 28 ans, mes poumons me semblaient complètement dégagés. L'enfant invisible avait disparu. La bête de somme était morte. J'étais juste Adler, et j'étais enfin libre. Merci d'avoir regardé. Si vous avez regardé jusqu'ici, veuillez commenter et terminer ci-dessous. C'est un signe spécial pour les incroyables spectateurs qui ont regardé jusqu'ici. Je likerai et répondrai à tous les commentaires contenant le mot-clé terminé. Maintenant, voyons la punition finale de Merrick. Les suites immédiates d'une explosion nucléaire sont toujours étrangement calmes, mais ce sont les retombées qui empoisonnent le sol. Le soir de Noël, j'étais assis dans le salon de Nash, mangeant un énorme dîner de steak que nous avions préparé, buvant un verre de scotch de 20 ans d'âge. Mon téléphone avait été en silencieux toute la journée. Quand je l'ai finalement déverrouillé, l'écran ressemblait à une zone de guerre.
Daphné avait manifestement passé tout l'après-midi à pleurer auprès de la famille élargie, tissant une toile de mensonges absolus. Elle ne leur a pas dit qu'elle avait piraté un système de sécurité d'entreprise. Elle ne leur a pas dit qu'elle avait utilisé sa position pour commettre une violation fédérale du logement. Elle leur a dit que son fils cruel et sans cœur avait subi une dépression nerveuse soudaine, avait appelé la police sur sa propre chair et son propre sang, et avait menti à ses patrons pour la faire licencier par pure méchanceté. Ma messagerie vocale était pleine. Mes SMS débordaient et mon fil d'actualité Facebook était un désastre. L'attaquante principale était Tante Zola, la sœur cadette de Daphné. Zola était un singe volant classique, quelqu'un que le narcissique utilise pour faire son sale boulot, répandre ses mensonges, et appliquer une pression émotionnelle sur la victime. Zola avait publié un énorme statut public sur Facebook, me taguant ainsi que 20 autres membres de la famille. Il disait « Je ne peux pas croire la cruauté absolue de certaines personnes dans cette famille. » Appeler la police sur son propre frère et ses nièces et neveux innocents le jour de Noël. Mentir et saboter la carrière de sa propre mère travailleuse juste parce qu'on est une personne amère et égoïste. Adler, tu es une honte pour cette famille. Tu as de la glace dans les veines. Tu dois des excuses publiques à ta mère et tu dois payer la chambre d'hôtel de Corbin immédiatement. Les liens du sang sont plus forts que tout. Sous sa publication, il y avait des dizaines de commentaires de cousins, de parents éloignés, et d'amis de la famille. Ils me traitaient de monstre. Ils disaient que ma place était dans un hôpital psychiatrique. Ils offraient leurs pensées et leurs prières pour la pauvre Daphné victimisée. Nash a regardé par-dessus mon épaule et a lu la publication. Il a secoué la tête de dégoût. Ces gens sont des moutons, mec. Tu vas te défendre? J'ai pris une lente gorgée de mon scotch, sentant la brûlure chaude glisser dans ma gorge. Je ne vais pas discuter avec eux, Nash. Discuter, c'est ce que Daphné veut. Ça crée le chaos et les manipulateurs prospèrent dans le chaos. Je vais juste leur donner les documents. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je suis allé dans mon Google Drive et j'ai créé un dossier public. Je l'ai intitulé « La vérité sur l'appartement 402 ». À l'intérieur du dossier, j'ai téléchargé 3 pièces de preuves physiques indéniables. Premièrement, le journal d'accès système imprimé par Marin, montrant clairement la dérogation d'urgence de niveau 5 exécutée par le compte d'entreprise de Daphné. Deuxièmement, l'enregistrement audio de Corbin exigeant que je lui achète de la bière et des pizzas pendant qu'il saccageait mon salon, et l'enregistrement de Daphné admettant explicitement qu'elle avait utilisé son badge d'entreprise pour contourner ma serrure. Troisièmement, et le plus dévastateur, une capture d'écran de l'email de M. Garrison, le chef de la conformité, indiquant que Daphné faisait l'objet d'une enquête pour une violation de sécurité catastrophique et que la sécurité de l'entreprise retirait les intrus. J'ai copié le lien vers le dossier Google Drive. Je suis allé sur la publication Facebook publique de Tante Zola. Je n'ai pas écrit un long paragraphe émotionnel. Je n'ai pas lancé d'insultes. J'ai simplement tapé une seule phrase. Pour toute personne intéressée par les faits juridiques réels concernant la violation fédérale du logement, le piratage d'entreprise, et la violation de domicile commis contre moi cette semaine, veuillez consulter les preuves ici. J'ai collé le lien, appuyé sur Entrée, et épinglé le commentaire. Puis je me suis assis et j'ai regardé les métriques sur le lien Google Drive. En 5 minutes, il y avait 10 vues. 10 minutes plus tard, 30 vues. Les fichiers audio étaient en cours de lecture. L'email de l'entreprise était en cours de téléchargement. La réaction a été instantanée. Les commentaires furieux et haineux sur le post de Tante Zola ont brusquement cessé. Plus de pensées et de prières. Plus de demandes d'excuses. Les singes volants bruyants et agressifs se sont soudainement retrouvés face à la preuve froide et dure que leur matriarche bien-aimée était une criminelle d'entreprise et que leur enfant chéri était un parasite. 20 minutes plus tard, Tante Zola a supprimé l'intégralité de la publication Facebook. Mon téléphone a cessé de sonner. Les SMS ont cessé. Le silence absolu et assourdissant de ma famille élargie était le plus beau son que j'ai jamais entendu. Ils ne pouvaient pas contester les journaux système. Ils ne pouvaient pas débattre de l'email d'un chef de la conformité. La révélation médiatique avait complètement neutralisé la capacité de Daphné à jouer la victime. Elle était exposée. Son masque avait été arraché devant toute la lignée. Et le meilleur, c'est qu'elle n'avait plus de travail, plus de carte d'entreprise, et plus de pouvoir pour menacer quiconque de se taire, plus jamais. Un mois plus tard,
la neige avait fondu en une gadoue grise dans les rues de la ville, et les conséquences de l'arrogance de Daphné s'étaient pleinement cristallisées en une réalité brutale. Apex Property Group ne lui a montré aucune pitié. Ils ont conclu leur audit en moins de 2 semaines. Daphné a été officiellement licenciée pour faute grave, violation des lois fédérales sur la vie privée des locataires, et utilisation abusive des systèmes de sécurité de l'entreprise. Comme elle a été licenciée pour une faute grave, son indemnité de départ a été complètement annulée. Pire encore, le service juridique d'Apex lui a infligé une pénalité civile massive pour la responsabilité qu'elle a causée à l'entreprise. Elle a été forcée de vider son compte d'épargne juste pour empêcher Apex de la poursuivre en justice et de porter des accusations de piratage criminel. Son bonus de 80 000 $, parti. Son véhicule de luxe d'entreprise, repris. Sa réputation sur le marché immobilier haut de gamme, détruite à jamais. Aucune société de gestion respectable n'engagerait jamais un directeur régional ayant un historique documenté d'effractions dans les appartements des locataires. Elle était sur liste noire. Quant à Corbin, sans le flux inépuisable d'argent de sa mère pour financer sa vie, sa réalité s'est effondrée. Il n'a pas pu se payer un hôtel plus de 3 jours. Il a supplié des parents éloignés de l'héberger. Mais après que les fichiers Google Drive ont circulé, personne ne voulait de l'enfant chéri chez lui. Finalement, Daphné a dû vendre ses bijoux coûteux juste pour acheter un vieux camping-car délabré. Corbin et ses 3 enfants vivaient actuellement dans ce camping-car exigu et glacial, garé dans un parc à roulotte bon marché à la périphérie de la ville. Les puissants n'étaient pas seulement tombés, ils s'étaient écrasés sur le béton. C'était un mardi soir. J'étais assis à mon bureau dans mon bureau, examinant un rapport logistique trimestriel lorsque mon téléphone portable personnel a sonné. J'ai regardé l'identifiant de l'appelant. C'était un numéro masqué. J'ai répondu avec prudence. « Allô ?» dis-je. Adler. La voix à l'autre bout n'était qu'un murmure. Elle était frêle, tremblante, et complètement dépouillée de l'arrogance autoritaire que j'avais entendue toute ma vie. C'était Daphné. Je me suis adossé à ma chaise ergonomique, gardant ma respiration lente et mesurée. « Oui, Daphné. S'il te plaît, ne raccroche pas, a-t-elle plaidé, sa voix se brisant de sanglots réprimés. J'ai besoin de ton aide. Je perds la maison, Adler. La banque menace de saisir. Je ne trouve pas de travail. Partout où je postule, ils font une vérification des antécédents et appellent Apex, et je suis instantanément rejeté. Il ne me reste rien. Corbin est misérable dans cette caravane. Les enfants sont toujours malades. Tu dois nous aider. Elle mendiait. La femme qui m'avait dit que mon espace était son espace. La femme qui avait ri de mes limites mendiait maintenant le fils qu'elle avait essayé d'exploiter. Tu es directeur logistique, Adler, a-t-elle poursuivi, sa voix désespérée. Tu gagnes bien ta vie. Tu as cet immense appartement. Laisse juste Corbin garer le camping-car dans le garage de ton immeuble. Envoie-moi juste quelques milliers pour retenir la banque. S'il te plaît, je suis ta mère. Je l'ai écouté pleurer. Il y a 1 an, la culpabilité m'aurait rongé. J'aurais cherché mon portefeuille. J'aurais sacrifié ma propre sécurité financière pour colmater les brèches d'un navire en perdition qu'elle avait intentionnellement percé. Mais assis là, regardant par la fenêtre l'horizon de la ville, je ne ressentais absolument rien. Pas de colère, pas de pitié, juste une clarté froide et logique. Daphné, dis-je doucement, interrompant ses sanglots. Quand tu as fait irruption chez moi, tu as utilisé ton pouvoir d'entreprise pour me forcer à me soumettre. Tu ne te souciais pas de mon travail, de mon sommeil, ou de ma santé mentale. Tu pensais que ton autorité te rendait immunisé contre les conséquences. Mais Adler, je suis désolé, a-t-elle pleuré. Je suis tellement désolé. J'ai tout perdu. J'ai soupiré, un son calme et lourd. Tu n'es pas désolé d'avoir envahi ma vie. Tu es juste désolé que les journaux système t'aient attrapé. Tu n'as pas respecté mon nom quand j'étais ton fils essayant de fixer une limite. Tu devras le respecter maintenant que je suis juste un témoin de ton effondrement. Adler, s'il te plaît, ne fais pas ça. La famille est de la famille. Elle a utilisé la phrase à nouveau, la phrase maudite. Ma famille ne pirate pas ma porte, Daphné. Je ne suis plus ton filet de sécurité. N'appelle plus ce numéro. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille,
j'ai appuyé sur le bouton rouge, et j'ai mis fin à l'appel. Puis je suis allé dans les paramètres de mon opérateur et j'ai bloqué de manière permanente le numéro masqué. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas applaudi. Il n'y a pas de défilé quand on coupe enfin les ponts avec un parent toxique. Il n'y a qu'un épuisement calme et profond, suivi de la prise de conscience qu'on n'a plus jamais à mener cette guerre. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une profonde inspiration, et je suis retourné à mon rapport logistique. Ce week-end-là, j'ai finalement fini de ramener le reste de mes affaires de l'appartement de Nash à l'unité 402. La direction de l'immeuble avait été incroyablement désolée. Marin, la directrice de la location, a personnellement supervisé l'installation d'un tout nouveau pen dormant mécanique robuste sur ma porte. Plus de scanners biométriques, plus de clés maîtresses d'entreprise, juste un épais morceau d'acier solide qui ne pouvait être ouvert que de l'intérieur ou par la seule clé physique, lourde et froide dans ma poche. J'ai parcouru les pièces de mon appartement. L'équipe de nettoyage engagée par l'entreprise avait frotté chaque centimètre des sols. L'odeur de bière éventée et de couches avait complètement disparu, remplacée par l'odeur fraîche de citron et de pain. Mes meubles étaient parfaitement alignés. Mes tapis coûteux étaient impeccables. Le silence dans l'appartement était absolu, profond, et magnifiquement ininterrompu. Je suis allé dans la cuisine, j'ai allumé la machine à expresso, et j'ai écouté le bourdonnement réconfortant de l'eau qui bout. Je me suis tenu près de la grande baie vitrée, regardant la ville alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'hiver de nuances de violet profond et d'orange contusionné. Les gens parlent toujours du concept de famille comme s'il s'agissait d'un contrat incassable. Ils vous disent que les liens du sang sont plus forts que tout. Ils vous disent que peu importe à quel point un parent ou un frère ou une sœur vous abuse, vous vole, ou manque de respect à votre vie, vous êtes obligé de leur pardonner à cause de la génétique. Mais assis dans ma maison calme et sécurisée, j'ai réalisé le défaut absolu de cette philosophie. Parfois, l'eau est propre, rafraîchissante, et vous maintient en vie. Et parfois, le sang n'est qu'une boue toxique, vous entraînant sous la surface jusqu'à ce que vous vous noyiez. Ma mère a passé toute ma vie à me considérer comme un actif à liquider chaque fois qu'elle ou son enfant chéri avait besoin d'un sauvetage. Elle a copié mes clés, contourné ma sécurité, et a essayé de me forcer à un travail non rémunéré pour qu'elle puisse boire du champagne dans un complexe hôtelier. Elle a parié sa carrière de 20 ans sur l'hypothèse que je baisserais simplement la tête et subirais les abus, comme je l'avais toujours fait. Elle a perdu le pari. M'éloigner d'eux n'était pas un acte de vengeance, même si cela en avait l'air dans le feu de l'action. C'était un avis d'expulsion. J'ai expulsé la culpabilité, la manipulation, et les demandes sans fin de mon cerveau. J'ai ruiné sa carrière. Oui. J'ai laissé mon frère sans abri. Oui. Mais je n'ai pas créé leurs échecs. Je me suis simplement écarté et j'ai laissé la gravité faire son travail. Si vous passez toute votre vie à servir de pilier pour soutenir un toit qui s'effondre, les gens vous détesteront quand vous vous écarterez enfin. Mais si vous ne vous écartez pas, vous serez écrasé. J'ai choisi de ne pas être écrasé. J'ai pris ma tasse d'expresso, je suis allé sur mon canapé, et je me suis assis. J'ai mis mes pieds sur la table basse en verre, posant mes talons exactement là où Corbin avait posé ses baskets sales. J'ai pris une gorgée du café chaud et amer, sentant la chaleur se répandre dans ma poitrine. Pour la première fois de ma vie, mon avenir m'appartenait entièrement. Mon argent était à moi. Mon temps était à moi. Ma maison était une forteresse, et j'étais le seul à en détenir la clé. C'était un prix brutal à payer pour la paix. Mais en regardant mon sanctuaire silencieux et parfait, je savais que je le paierais à nouveau sans hésiter. Alors, laissez-moi vous demander, à vous qui regardez cette vidéo, à la personne qui est peut-être l'enfant invisible dans votre propre famille, à la personne à qui l'on demande constamment de s'immoler par le feu pour garder quelqu'un d'autre au chaud. Ai-je été trop dur en détruisant la carrière de 20 ans de ma mère et en laissant mon frère dans un parc à roulotte à Noël, ou ont-ils simplement récolté ce qu'ils ont passé une vie à semer? Si votre famille piratait votre porte et prenait votre vie en otage, auriez-vous le courage de les laisser tomber ou seriez-vous toujours là à soutenir le toit? Faites-moi part de vos pensées honnêtes dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Merci d'avoir rejoint Adler dans l'histoire d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, de partager, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires incroyablement captivantes de quête de justice. À la prochaine vidéo.